Bonsoir, bonsoir, cher général. Euh, c'est un plaisir de t'avoir là, cher frère. Je garde en souvenir tes nombreux gestes de fraternité. Toutes les fois où j'ai été au Cameroun, j'étais venu intervenir pour des gens qui étaient en difficulté. Et l'altruisme, c'est une qualité que nous n'avons plus dans notre pays. On paye d'ailleurs aujourd'hui pour être des gens qui ont de l'empathie pour les autres. Mais je t'encourage, mon cher Hervé Bapou, à ne pas changer la personne que tu es. Parce que l'une des forces du Cameroun, c'est de réussir à transformer les gens à la base positive en personnes négatives sur la base d'expériences tristes qu'ils sont appelés à rencontrer au quotidien. Donc je suis particulièrement heureux de te voir là ce soir, mon cher parfait Hervé Bapou. Bonjour le grand D'Angelo. Bonjour monsieur Bimaï, Luc, fidèle parmi les fidèles. On va faire cette quatrième communication aujourd'hui. Bonjour à Luna Zara qui nous rejoint aussi. Oui, bien le bonsoir, le grand D'Angelo. On va rentrer un peu en profondeur des sujets aujourd'hui. Parce que vous savez, il est important de savoir qui sont les gens, à établir un profil psychologique des gens à qui on a affaire. Ça vous permet de comprendre beaucoup de choses, de pouvoir dans la lutte qui vous est menée à anticiper certains coups. Donc, oui, il y a de quoi être péni. Petit Piment de Montréal, bonjour. Merci de nous rejoindre, d'être avec nous. Merci aussi de partager, c'est important. Parce que je ne vous apprends rien, ça ne plaît pas toujours à tout le monde, tout ce que nous avons à révéler. Mais je tiens avant tout à dire que ces révélations que nous faisons ne sont pas des révélations parce qu'on en a après les gens. C'est juste que notre pays a atteint une cote d'alerte aujourd'hui. Je vois Hervé Mbapou en direct là. Il me souvient que lors de son dernier voyage en Côte d'Ivoire, de retour au Cameroun, il avait été interpellé abusivement à l'aéroport de Simalène. Ces abus-là sont des abus qui sont coutumiers. Il suffit qu'on vous voit manifester un certain bien-être, j'allais dire rouler carrosse, mais c'est un peu trivial, manifester un certain bien-être pour que vous soyez l'objet de jalousie et l'objet d'abus d'autorité qu'il va falloir arrêter, même de force, dans notre pays, le Cameroun. Bonsoir McDonald qui nous retrouve aussi. McDonald a été l'un de mes collaborateurs dans l'aventure Global Télévision. C'était le directeur technique de cette chaîne de télévision. Avec lui, nous avons fait pas mal de voyages. Nous étions notamment à Moscou en décembre 2022, le fameux voyage dont je vous parle, je vous ai parlé dans les précédentes communications. Alors, nous attendons d'être un certain nombre pour commencer, pour qu'on n'ait pas à se répéter derrière. Donc, essayez de partager davantage, s'il vous plaît. Et puis, dès qu'on a ce nombre, on va lancer. L'idée étant, comme je vous ai dit, en réalité de pas forcément avoir des milliers de gens qui regardent, mais d'avoir un document consigné à tout moment. Voilà. Donc, merci Général de partager. Merci à Henri Matam Dikongue Njolia, mais qui regarde aussi, qui est avec nous. Et nous n'allons pas tarder à commencer. J'attends que le top de mes équipes, dès qu'on est un certain nombre, pour lancer. Alors aujourd'hui, on va évoquer, je relis ce que j'ai écrit. J'avais à peine fini d'évoquer le gant incestueux et mafieux
qui complotent pour la prise de pouvoir au Cameroun depuis un certain temps. Un gang qui est amené comme en chef de file, avec en chef de file Ferdinand Ngongor, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, contre qui je n'avais rien, jusqu'à ce qu'il décide d'ourdir ma tentative d'enlèvement et d'assassinat. Ceci suite à une affaire malheureuse où, à mon avis, un secrétaire général de la présidence de la République d'un pays comme le Cameroun n'a rien à faire, sauf s'il a décidé d'être mafieux et de ne pas être à la hauteur de ce qui est sa responsabilité dans un pays comme le nôtre, qui est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Donc aujourd'hui, nous évoquerons qui sont ces gens. Quand je parle de le gang d'incestueux, ce n'est pas des mots que j'utilise par hasard. Il faut connaître les mots et l'importance des mots. C'est très important. Quand je parle aussi de mafieux, ce n'est pas par hasard. C'est des mots que j'utilise qui ont tout leur sens. Et voilà. On va donc évoquer les 257 caméras, le dispositif secret que Émile Parfait Simb a placé dans son immeuble de Bonapriso à Douala, sachant que cet immeuble-là est un immeuble qui a été fréquenté, qui est fréquenté par plusieurs personnalités importantes camerounaises et même étrangères. La délégation de Russie qui a séjourné au Cameroun en avril plutôt de l'année 2023, a habité dans cet appartement, dans ces appartements qui avaient un dispositif secret de caméras cachées filmant leur nudité, filmant leur intimité. Alors, peut-être qu'au départ, c'était l'une des petites lubies de Émile Parfait Simb, dont je vais vous parler tout à l'heure du personnage. C'est important de savoir qui il est pour comprendre qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un comme ça à recourir à ce type de pratique. Donc il y a ces 257 caméras. Il y a aussi que peut-être que ce dispositif-là a permis de tenir beaucoup de gens au chantage. Oui, parce que vous voyez, on a quand même une organisation mafieuse qui fonctionne très bien, et je ne comprends pas qu'un pays comme le nôtre, qui fut un pays d'hommes courageux jadis, aujourd'hui en soit réduit à avoir des personnalités, des hautes personnalités sécuritaires, mais qui sont comme émasculées, hein, qui n'osent pas ouvrir la bouche dès qu'il s'agit de Ferdinand Ngongor et de sa pieuvre. Hein, tout le monde est le doigt sur la petite couture du pantalon, personne n'ose bouger. Alors, il va falloir qu'on sache bien à quoi ces gens sont tenus. Qu'est-ce qui permet de les tenir autant en respect? Est-ce ces caméras installées donc dans l'immeuble d'Émile Parfait Simb par ce dernier, qui sont contrôlées sur son portable, son téléphone portable, donc où qu'il soit dans le monde, il suffit qu'il clique appartement 5, et bien il a accès à la nudité, aux ébats sexuels des uns et des autres, et il se gave, il peut enregistrer, ouais, il enregistre, et donc il tient des choses pour pouvoir éventuellement devenir la personne intouchable qui s'est retrouvée à être au Cameroun. Alors, quand on est en certain nombre, on va y aller, hein, sans perdre de temps. D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on y aille là. Voilà, donc bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette communication de ce soir. C'est la 4e en l'occurrence. La première a permis de faire un exposé général de la situation. La deuxième a permis d'apporter des éléments pouvant étayer nos allégations. Donc on a suffisamment de preuves directes, soit pas des écoutes, hein, des audios. Parce que moi je n'enregistre pas les gens. C'est pas dans ma pratique. On ne peut pas être au niveau de relations, au niveau de fréquentation, d'accès dans des endroits sacrés, de pouvoir que j'ai dans le monde et enregistrer. Non, ce sont des conversations audio, des audios sur WhatsApp que Émile Parfait Simb m'a envoyé et qui, aujourd'hui que sa parole est posée sur la table contre la mienne, eh bien, il n'y a que ces audios pour pouvoir me les partager
Et donc, vraiment, très à l'aise, je les partage avec l'opinion parce qu'on a frôlé un peu n'importe quoi. Donc, je parlais du gant d'incestueux et de mafieux. Alors, Émile Parfait-Sim installe 257 caméras. Est-ce qu'un homme normal, qui a une libido sans problème, peut avoir comme activité favorite de se brancher sur les caméras, sur son téléphone portable et de se délecter des ébats sexuels de personnes qui sont de passage dans son immeuble? Ces dernières louent ces appartements meublés de bonne foi et sont à des années-lumière d'imaginer que c'est en réalité un piège. Il y a tout un dispositif qui montre en temps réel tout ce qu'elles font dans le cadre de ces appartements. Comment on arrive là? Il y a d'abord la personnalité d'Émile Parfait-Sim. Alors, ce n'est plus un secret pour personne, en tout cas toutes les femmes qui ont pu croiser son chemin vous le diront. C'est quelqu'un qui souffre d'un trouble érectile sévère. Voilà, donc pour parler de manière triviale comme au quartier, c'est quelqu'un qui a du mal avec la libido à bander. Donc il déjà développe une espèce d'aigreur, de complexe de frustration qu'il a essayé de compenser comme il pouvait en devenant un adepte du voyeurisme. C'est quoi le voyeurisme? C'est des gens qui prennent du plaisir à observer ce qui peut être les ébats de tierces personnes, parfois à leur insu. Donc, il installe son dispositif de caméra. C'est pareil que l'histoire de Liep Limal, c'est-à-dire qu'à la base, c'est son idée, mais lui, il voit juste un mécanisme d'arnaque mis en place pour prendre de l'argent à des populations crédules. Donc c'est pareil pour l'histoire des caméras. Il a un problème personnel. Je pourrais d'ailleurs vous raconter d'autres anecdotes. Émile Parfait-Sim qui se retrouve en Guinée équatoriale. Il y va accompagné à l'invitation d'un ami qui veut lui présenter les autorités là-bas. Dans l'avion qui les amène vers Malabo, il tombe raide amoureux d'une jeune dame, hôtesse de l'air, malgré sa condition d'avoir un trouble érectile sévère. Mais il s'entêtera tellement que la personne qui l'amène lui dit « Mais non, on va rencontrer les autorités de premier plan. Quand même dans un pays comme celui-là, ça veut dire que nous allons être scrutés de très près. Allez, laisse tomber cette histoire de femme, on est dans des trucs sérieux. » Mais Émile, il ne voudra rien entendre. Donc il est décidé d'aller jusqu'au bout. Et donc ils arrivent à Malabo, à l'hôtel, et réussissent à attirer cette hôtesse de l'air dans cet hôtel. Et une fois qu'ils sont à l'hôtel, donc ils passent donc aux choses sérieuses. Sauf que de sérieux, il n'y aura que l'enthousiasme de la fille, qui très vite se rend compte des déficiences de M. Simb, qui bande mou, donc il a du mal, à force de frotter, il a un poil pubien de la dame qui rentre dans son urètre. Qu'est-ce que ça génère? Eh bien, ça lui génère une MST. MST qu'il aura du mal à soigner par la suite. Il a traîné pendant de nombreuses années. Je ne sais d'ailleurs pas s'il a pu en venir à bout à l'heure qu'il est. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez très bien le personnage. Donc c'est ce personnage-là qui traîne ce mal, qui voit en chaque personne avec qui il veut faire des affaires quelqu'un dont il doit savoir exactement quel est le statut et en plus du statut, la capacité que cette personne a à pouvoir assurer dans un domaine où lui, il est déficient. Donc, d'où l'histoire des caméras. Parce qu'il vous invitera toujours de manière très spontanée dans son appartement, dans ses appartements, mais il faut venir à Douala, je peux te loger. Et en fait, je peux te loger, c'est je vais collectionner le maximum d'éléments contre toi et le cas échéant pour que, voilà, si tu m'embêtes un jour ou si j'ai un problème avec toi un jour, eh ben, je peux éventuellement te neutraliser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il installe donc ces 257 caméras, mais comme c'est un gros bavard, le propre de tous les gens qui viennent de nulle part et qui du jour au lendemain sont surpris d'avoir un certain type de relation, bien entendu, il parle. Parce que nous, on a su comment on a su, parce qu'il parlait. Hein, ce n'est pas une affaire qu'il cache. Il parle quand il est en petit comité, comme un petit enfant, oui, voilà, telle personne,
il a fait telle chose dans les appartements et tout. Donc il part. Donc en parlant, ça a dû tomber dans les oreilles de ses amis de Yaoundé, donc la bande à Ferdinand, qui ont certainement vu une opportunité. C'est dire, bon, le petit là, il a un outil dans ses mains dont il ne mesure pas l'entièreté de la dangerosité. C'est-à-dire qu'avec un tel outil, on peut tenir beaucoup de gens. Donc comme l'histoire de la crypto où lui, Sim, se voyait juste pour ramasser de l'argent chez des pauvres gens crédules, ces gens-là lui ont dit, mais non, mais ton histoire là nous intéresse parce que en plus de que tu vas prendre l'argent, de toute façon on n'en a pas besoin, on a tellement mis sous le matelas l'argent que aujourd'hui on a plutôt notre problème, c'est celui de comment on le fait rentrer dans les circuits d'honorabilité, dans tout ce qui est système bancaire. Et toi, ton système nous permet de faire rentrer l'argent dans les banques. Alors on va faire un truc simple, tu vas nous créer des faux comptes, on va faire des fausses mises, donc en réalité tu nous feras gagner notre propre argent, sauf que à partir du tampon que tu nous remettras, gain crypto-monnaie, et donc on a accès, notre argent aura accès aux banques. C'est ce qui a été fait dans le cadre de la crypto. Dans le cadre des caméras, qu'est-ce qui a été fait? Une fois qu'ils ont su le dispositif que ce monsieur avait installé dans ses appartements, sachant le taux de fréquentation, parce qu'on a reçu beaucoup de personnalités dans ces immeubles, sachant le taux de fréquentation de l'immeuble, ils ont dû lui dire, là je suis dans la réflexion, la compréhension globale, ils ont dû lui dire, bon voilà, maintenant que tu as ça, et on pourra s'en servir pour faire autre chose. Et donc ils lui mettent la puce à l'oreille. L'histoire de la fameuse magistrate, Madame Iloga Claudine, qu'il a tout fait pour attirer à Douala, ouais, il faut venir, tu vas passer un week-end et tout, moi je vais te loger et tout. Suite à quoi? Suite à l'histoire qui veut tenir cette magistrate, parce qu'il en a marre de lui refiler des sous, des bifetons, toutes les fois que cette dernière a... Et il sollicite cette dernière pour faire de la sale besogne. Nous avons des preuves, hein. Moi, je peux vous en montrer des dizaines et des dizaines. Le jour où on sera réellement dans des schémas de justice, ce qui est mon souhait, même si je commence à le considérer comme un vœu pieux, étant donné que nous avons acté l'ensauvagement. Mais si un jour on est dans les schémas de justice, je pourrais produire à profusion des éléments permettant d'incriminer ces gens-là définitivement. Donc l'histoire des caméras, c'est ça. Il a ces caméras qui sont connectées sur son portable, ses amis sont au courant qu'il a ce dispositif et donc s'en sert maintenant comme instrument pour éventuellement faire chanter les gens. Ces gens, ils ont un projet. Leur projet, c'est de mettre la main, faire une OPA sur le Cameroun. Mettre la main sur le Cameroun après le vieux. Et donc pour ça, ils travaillent, ils se préparent depuis longtemps. Vous avez vu, je vous ai à peine parlé dans ma première communication de ce qui était en train de se faire. J'ai eu quoi? Des volets de bois, des avoinés, oui, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il vient parler de Ferdinand comme ça? Bon, je comprends. Ils ont beau être des criminels, ces gens-là, mais ils font vivre. Les gens, ils ont des collaborateurs, ils ont de la famille. Je comprends que le discours de révélation au sujet de ce monsieur puisse embêter ces gens-là. Et je m'en excuse, le but du jeu, c'est pas de vous vexer. À la base, j'ai rien contre vous. Et comme je n'avais rien contre votre patron. Sauf que ce dernier s'est attaqué à moi. Et il s'est attaqué à moi ne me laissant pas un autre choix que de pouvoir me défendre. Et de me défendre en disant tout simplement la vérité que je sais. Donc, ces gens-là, ils sont dans leur projet de conquête du pouvoir donc, depuis ce temps-là. Donc Simba, il a de l'argent, donc ça pourra aider éventuellement, mais il a surtout un moyen qui leur permet de faire entrer leur argent pour contourner notamment les changements des billets, tout ce qu'il y a pu avoir entre-temps, mais surtout d'avoir un trésor leur permettant au moment venu d'agir. Mais aussi un autre levier qui est le levier du chantage. On détient des vidéos sur des gens, le cas échéant, on pourra mettre au pas en leur disant, bon, allez, tu vas faire ce qu'on te dit, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver, toi et ta vie, exposés sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce que tu veux ou tu préfères nous écouter? Donc, je pense que le choix, il est vite fait quand on a un cas comme ça. On écoute en tremblant. Donc, voilà l'histoire des caméras, des 257 caméras, la preuve. Vous savez que quand il a été question de fermer la chaîne de télé, quand il a fermé, il n'avait pas envisagé un seul instant qu'on puisse faire de la résistance. Il s'est dit, bon, ces gens-là, je vais les mettre au pas, je vais les mater. Et en les matant, eh ben, ils vont abandonner, j'aurai gagné, le FEMAN aura triomphé. D'ailleurs, celui qui est leur chef de file, celui qui est leur leader, ce Palmer,
je reprends des calomnies sur lui, hein, aidé par les gens d'en haut, parce que je vous le redis, s'il ne se serait jamais attaqué à moi, je vous dis bien, jamais attaqué à moi, j'ai une pile d'échanges avec lui, de correspondances, dans lesquelles il me demande de l'aider en le faisant identifier par nos gens de Yaoundé comme étant mon petit. Alors vous pensez que ce type-là aurait pu s'attaquer à moi au Cameroun, pays dont il avait besoin, dont il a sollicité ma protection auprès de ces gens-là? Non. Pour qu'il le fasse, c'est que ces gens lui ont dit, mais vas-y, et tu me permets de régler un deuxième problème, parce que ce mec qui nous embête, il fait partie des gens qui pourront l'ouvrir demain quand on sera en train de réussir notre prise de contrôle du Cameroun. Donc il ne nous faut pas des gens comme ça, qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc on va profiter pour le tuer socialement une fois pour toutes, de telle sorte que, quoi qu'ils disent par la suite, que sa parole ne vale plus un seul clou. Voyez un peu la construction, d'où la campagne de sabotage mise en place et tout. Et Émile Sim s'est vanté. Les gens disent oui, pourquoi il accuse le secrétaire général? Mais Émile Sim s'est vanté lui-même. Il s'est vanté pas que au niveau du Cameroun, mais même au niveau des partenaires russes. Il leur a dit qu'il a la bénédiction des autorités de Yaoundé. Mais c'est qui ces autorités? En tout cas, ceux qui sont identifiés comme ses amis, ce n'est pas le cabinet civil de la présidence de la République, avec lequel il n'a pas spécialement d'acquaintance. Et je le dis, je ne les dédouane pas, ce ne sont pas spécialement mes amis. Mais c'est la bande à Ferdinand, qui ont de tous les temps été toujours ses amis. Donc il s'en est vanté auprès des Russes. Oui, je vais l'attaquer, ne vous en faites pas, j'ai la bénédiction du sommet de l'État au Cameroun. Le sommet de l'État pour Simp, c'est Ferdinand Ngongo, dont il m'a dit un jour d'ailleurs, et je lui avais dit à l'époque, fais très attention mon jeune frère, je pense que tu es en train de te tromper d'analyse complètement. Donc il m'avait dit à l'époque, il est en train de tout faire pour que ces derniers lui permettent de revenir au Cameroun. Donc il a passé un deal parce qu'ils vont mettre la main sur le pouvoir et donc ce sera tranquille pour eux. Et je lui avais dit à l'époque, je pense que tu te trompes d'analyse parce que je ne vois pas d'avenir au Cameroun dans la continuité. Or, tous ces gens dont tu me parles sont des gens qui s'inscrivent dans un schéma de continuité. Vous savez, il y a une personne qui a passé un pacte avec les égrégores du Cameroun. Une seule personne qui tiendra toujours en respect le reste des Camerounais. Au-delà, en dehors de tous les autres rituels que nous connaissons, qui ont été faits. Voilà. Pauvre Aude la Sinec, tous ces autres rituels qui ont été faits pour maintenir les Camerounais en état de lobotomisation avancée, au-delà de ça, il y a une personne qui a passé un pacte avec tous les égrégores du Cameroun. Il est parti de contrée en contrée, de terroir en terroir, et partout on lui a dit, ok, nous on te donne tout le pouvoir. Donc cette personne, tant qu'elle est là, à la limite, et qu'on est un peu initié, qu'on comprend, et c'est des choses de l'invisible, et qu'on a une petite culture ésotérique, on comprend qu'il n'y a pas de combat à mener là. Le combat à mener, c'est le combat de la suite. Voilà. Et la suite, malheureusement, elle est envisagée par des gens que lui, il a élevés. Des gens que le vieux a sortis de nulle part. Il a décidé de faire des ministres, des hauts responsables de la République, sans qu'il n'ait le niveau. Et quand je dis ça, je ne fais insulte à personne. Je dis des réalités. Vous savez, dans notre pays, si vous devez être nommé demain, on va vous dire, oh, on a demandé des enquêtes de moralité, on a mobilisé la DGRE, on a mobilisé tel service, et les services officieux du vieux. Parce que le vieux n'a pas que tout ce qui est, toute la batterie de services officiels qu'on connaît. Il a ces gens, hein. Parfois, vous êtes assis chez vous, un qui passe, oh, je suis tombé en panne, je peux m'asseoir là 2 minutes, et puis la personne vient et vous parle, et vous parle, et vous parlez, vous ne savez pas que c'est un envoyé. Hein, ça, c'est la chose de formidable qu'il a réussi, le vieux, c'est de créer en réalité une constellation d'informations qui fait que quand j'entends les gens dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, qu'on le trompe et tout, moi je rigole. Je dis, mais alors c'est le plus grand embobineur qui puisse exister, de réussir à faire croire aux Camerounais que lui n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Et quelqu'un qui a construit toute sa carrière autour du renseignement. Je vous signale qu'il a été pendant 8 ans à la fois secrétaire général de la présidence de la République et directeur du cabinet. Ça veut dire quoi? Toutes les notes de renseignement du pays convergeaient vers lui, avant qu'il ne soit président. Donc c'est quelqu'un qui a au moins 50 ans
de connaissances, d'archives, et quand on connaît son fonctionnement, parce que quand vous avez affaire au président Biya, il y a une chose qu'il fait toujours. C'est l'un des rares chefs d'État, je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça dans le monde, qui entretient lui-même ses propres fiches. Donc votre nom va arriver une fois dans son oreille, Morgan Palmer, d'accord, il va faire ses notes très très fort en rédaction administrative, synthétique. C'est la génération la plus brillante qui puisse exister. Tous ces gens qui sont passés par le séminaire d'Aconor, le séminaire des DEA, et tout, ils sont des génies dans la matière de rédaction administrative. Ils peuvent vous synthétiser toute une page comme ça en 3-4 lignes. Donc, c'est le seul président que je connais dans le monde qui entretient lui-même ses propres fiches. C'est-à-dire il va demander, il va entendre parler de vous, c'est Morgan Palmer, on parle de lui comment, il va faire sa propre note, il va classer dans ses armoires. Et le jour où votre nom revient dans sa tête, il fouille dans ses armoires, il ressort, il se dit, ah ben qu'est-ce qui avait été dit sur lui, qu'est-ce que j'avais noté, il y a ça et tout. Et est-ce que ça colle avec ça, il rajoute quelque chose. C'est quelqu'un de très très méthodique, ce type-là. Donc quand on entend les Camerounais dire, oh non, le vieux n'est pas au courant, on le trompe et tout, je rigole. Je dis, mais c'est le plus gros coup, la plus grosse arnaque, puisque c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui, qui puisse exister dans l'histoire de notre pays. Que le président fasse croire aux gens, que le vieux fasse croire aux gens qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Mais comment on tient un pouvoir pendant 40 ans en n'ayant pas l'information, sachant que l'information c'est le pouvoir? Vous pensez réellement que tous ces gens-là, tous ces cités du bocal qui sont autour du vieux, ils n'auraient pas déjà mis la main sur le pouvoir si ce dernier n'avait pas accès à l'information stratégique? Non, non, je crois qu'on est dans de la ruse politique. Et ça a été bien fait, hein, d'ailleurs. Je vous conseille d'être aussi comme ça dans la vie. Il ne faut pas toujours montrer l'étendue de votre information. Ça vous rend redoutable parce qu'on ne sait pas jusqu'où vous pouvez aller. Donc, ces gens sont dans ce projet donc, de conquête du pouvoir. Je vous ai dit quels sont les moyens qu'ils ont utilisés. Et ils ont aujourd'hui un allié, c'est la connexion de Tel Aviv. Et à cette connexion de Tel Aviv, j'ai envie d'envoyer un message. J'ai connu, il y a longtemps, le vieux Meyer, qui fut le premier, le pionnier d'Israël dans les arcanes sécuritaires camerounais, recommandé par le père Mobutu, à l'époque, qui était très proche du président Biya, qui a été d'ailleurs son inspirateur sur plusieurs plans. On ne rentrera pas dans les détails. Mais en tout cas, l'arrivée du père Meyer, donc le pionnier des Israéliens au Cameroun, s'est effacé sous la férule de Mobutu. Et ce dernier, que j'ai eu la chance de connaître ou de croiser, plutôt il y a longtemps, il avait une espèce de mantra. Sa mantra, c'était de dire, non, il faut éviter l'ingérence. Et je pense que ça lui a été heureux, puisqu'il est resté longtemps dans des affaires. Ils n'ont pas occupé tout un étage de la SNI depuis toutes ces années parce que c'était quelqu'un de léger. Non, c'était plutôt quelqu'un de sérieux. Et de toutes les façons, son parcours personnel pouvait l'attester. Donc, j'ai envie de passer un message. Parce qu'aujourd'hui, Ferdinand, il le dit, hein, à qui veut l'entendre, en tout cas, quand il est en petit comité, hein, parce qu'il n'est pas complètement bête, le Ferdinand. Quand il est en petit comité, il se répand sur ce soutien qu'il aurait. Vous n'êtes pas venu au Cameroun pour ça. Vous êtes venu au Cameroun parce qu'une mission sécuritaire vous a été affectée face à un vieux qui ne voulait pas avoir tous ses œufs dans un seul panier. Hein. Dans la période de l'après-coup d'État, c'était important pour lui de diversifier les membres de sa sécurité, d'où l'entrée d'Israël sous les recommandations du père Mobutu et l'arrivée au Cameroun du vieux Meyer, qui était un homme sage. Je redis ça. Il disait il ne faut pas être ingérant. Donc il faut savoir rester à sa place. Et donc là, en l'occurrence, je tiens à leur passer un message aujourd'hui. Parce que parfois, il vous arrive de faire du mal à quelqu'un alors que c'est votre sang. Et quand vous en rendez compte par la suite, vous commencez à pleurer, à vous tortiller, à vous dire « mais si j'avais su ». Donc on n'a pas besoin de ça. Ne vous mêlez pas de l'histoire du Cameroun. Faites votre rôle. Vous avez une seule personne à qui vous devez de la loyauté. Cette personne s'appelle Paul Biya. C'est lui qui vous a introduit au Cameroun. Et pas quelqu'un d'autre.
Dans tous les autres empapabouteurs de la bande à Ferdinand qui vous racontent des histoires et tout, ils vous mettent en danger pour rien. Moi, j'ai connu le colonel Sirvan, quelqu'un de brillant, mais qui a parfois péché par manque de prudence, excès de confiance. Ça ne marche pas comme ça au Cameroun. Ça ne marche pas de cette manière au Cameroun. Donc, s'il vous plaît, chers frères de Jérusalem, qui êtes venus, et quand je le dis, moi je n'aime pas parler sans citer, je m'adresse à Eran Moss, qui est le patron du BIR aujourd'hui. Je voudrais qu'il comprenne une chose. Moi, j'ai rien contre des gens comme lui arrivés au Cameroun. Aujourd'hui, il y a plus d'une décennie en arrière. Beau parcours d'entrepreneur. Moi, je suis respectueux des gens qui entreprennent, qui font des choses. De toute façon, il n'a rien pris aux Camerounais. Il n'a empêché aucun Camerounais de faire tout ce qu'il fait pour s'en sortir. Donc, moi, je suis plutôt admiratif. En plus, c'est notre beau-fils. Il a pris notre fille avec qui il est. Ça, c'est remarquable. Je ne veux pas qu'il rentre dans les embrouilles à la camerounaise, là, les embrouilles à la mort moelle. Je redis que ce pays-là est le fruit d'un legs, le legs de nos ancêtres. Je pense que Ahidjo n'était pas bête quand il a laissé tous ses frères du Nord pour venir prendre un mec du Sud avec qui il n'avait rien à voir, qui ne connaissait ni l'Adam ni d'Ève, juste parce que les hasards de la vie, proximité administrative, et donc le jour où il part, il se dit, à qui je laisse? Il laisse ça à Biya. Ahidjo, il n'était pas bête de faire ça. Il aurait pu donner à un de ses frères. Et aussi, les partisans d'Ahidjo, tout ce peuple du Nord, qui est le vivier d'ailleurs électoral du parti au pouvoir, ces gens-là, ils sont restés loyaux. Hein. Ils ont écouté la dernière recommandation de leurs frères, qui était de leur dire, soyez loyal à ce type-là, c'est à lui que je passe les choses. Donc on ne peut pas être dans des schémas successoraux de cette manière-là, qui obéissent quand même à un certain respect. Parce que les Njoya aussi, la famille Njoya, hein, il n'y a pas au Cameroun des gens qui soient plus méritants qu'eux. C'est-à-dire que s'il fallait dire, ok, on a construit l'entité Cameroun, à qui on doit en confier les rênes? C'est naturellement la plus vieille famille régnante camerounaise, c'est les Njoya. Plus de 700 ans, je crois que c'est la plus vieille monarchie d'Afrique après le royaume chérifin, donc après le Maroc, c'est eux. Donc s'il faut construire l'entité Cameroun, ils auraient pu dire, mais non, ça doit être forcément être quelqu'un de chez nous, ils ne l'ont pas fait. On a laissé que ce soit Ahidjo, puisqu'il ne parvenait pas à s'accorder en famille. Après Ahidjo a passé à Paul Biya. Et donc on n'ira pas dans des schémas un peu bricolés comme ce que j'essaie de vous voir faire là. Donc vraiment, mes chers frères de Jérusalem, continuez à faire des affaires. Vous aurez toujours votre place au Cameroun, parce que nous avons beaucoup à apprendre de votre pays. Moi, j'ai toujours été très bien avec cette communauté, que ce soit les ambassadeurs qui se sont succédés au Cameroun, que ce soit à Paris et même à Tel Aviv. Très bien avec cette communauté, on a beaucoup à apprendre d'un pays comme celui-là, qui a développé une agriculture de qualité dans un terrain qui était assez hostile, dans un environnement qui était hostile. Donc vous aurez toujours votre place au Cameroun, mais ne vous mêlez pas de ces choses-là. Ne vous mêlez pas. Aujourd'hui, je vais vous dire, Ferdinand, son réseau, c'est lequel? Son réseau, c'est la gendarmerie nationale qu'il contrôle. J'en parlais, je ne sais pas avec qui hier, dont il dirige parfois même des interrogatoires. C'est assez curieux, ça, comme procédé. On est dans un pays où un secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun fait arrêter les gens, décide lui-même de coller des motifs. L'un des motifs qu'ils aiment, c'est je ne sais pas quoi, l'insurrection qu'ils aiment bien mettre, et puis dirige même certains interrogatoires à distance. D'où la promotion du colonel Elundu. Parce que l'histoire de la DGRE, ça leur est toujours resté en travers la gorge. Comment faire pour contrôler ce dernier service sacré de l'État pour avoir finalement tous les éléments du puzzle réunis afin de pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc là, ils ont eu une occasion, donc en faisant la promotion du colonel Mesma Elundu, hein, donc qui n'est pas nommé là-bas par hasard, hein, il est nommé là-bas pour que la DGRE devienne une extension de la gendarmerie nationale qui aujourd'hui est aux mains de cette mafia-là, de cette mafia qui est appelée la pieuvre au Cameroun. Donc aujourd'hui, l'autre corps
qu'on est en train d'assimiler à ça. Moi, je vous le dis, je n'ai pas des informations du quartier, je vous donne des informations de première main. C'est le BIR et c'est la connexion avec nos frères de Tel Aviv à qui je déconseille de rentrer dans ce truc-là parce que ça va s'achever très très mal. Aujourd'hui, il n'y a pas deux schémas au Cameroun. Il y a un seul schéma. D'accord? Si le vieux est complètement largué par la situation, il ne peut plus, c'est normal. Il a un âge assez avancé. Je crois qu'il aurait mieux préparé les choses que de faire de la politique politicienne durant toute une carrière. Parce que quand on étudie son libéralisme communautaire, on le met en parallèle avec la pratique du pouvoir qu'il a eu durant toutes ces années, eh bien, on a comme l'impression qu'il y a un hiatus entre ce qui a été la vision et ce qui a été l'application réelle de la politique. Donc aujourd'hui, si le personnage est largué, et qu'il ne parvient pas à mettre d'accord ou alors à identifier un profil de qualité autour de lui, à promouvoir, d'ailleurs moi je n'y crois pas, hein. Je crois à aucun de ces profils. Je connais des gens de très très haute qualité qui sont autour de lui et qui ne sont pas forcément des gens visibles, hein, qui sont là, jouant des petits rôles, qui même en termes de loyauté vis-à-vis du Cameroun. Parce que l'idée, c'est pas que d'être loyal vis-à-vis d'un personnage. Vous n'êtes pas commandant ou colonel de Ferdinand Ngongo, vous êtes commandant de l'État du Cameroun. Donc pour moi, loyauté aux hommes, oui, c'est bien, mais surtout loyauté à un pays. Les gens qui commencent à travailler pour satisfaire des clans et tout, c'est des gens qui sont pour moi disqualifiés dans la marche pour la suite. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis israéliens, faites le business. Faites ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi votre pionnier est arrivé au Cameroun et il a bien fait. Faites-le, ne vous mêlez pas de cette querelle camerounaise parce qu'elle finira très très mal. Ça, je peux vous le dire. Moi, je ne vois pas un Cameroun, pour être tout à fait honnête avec vous, tout le monde est aujourd'hui focus sur 2025, il y aura des élections, il faut vous inscrire sur les listes. Mais quelle liste électorale? Quelle liste électorale? De quelle liste électorale on parle? Vous pensez que l'histoire de l'alternance au pouvoir au Cameroun va se gérer de cette manière? Ça, elle ne peut en aucun cas se gérer de cette manière. Pourquoi? Parce que nous avons des gens violents qui ont ramené la culture de la violence au Cameroun, qui ont réussi à faire d'un pays de droit jadis à un narco-État, un État mafieux complètement. Il n'y a plus d'État de droit au Cameroun. Et celui qui peut me démentir, celui qui peut dire que je raconte des histoires, eh bien, qu'il vienne, qu'il lève la main. Pour moi, il n'y a plus d'État de droit au Cameroun. Nous sommes dans un État mafieux où les plus forts font la loi, où ceux qui ont de l'argent volé s'en servent pour acheter qui ils veulent et décider des assassinats des uns et des autres. Donc moi, je ne vois pas du tout un schéma d'alternance pacifique au Cameroun. Ça ne peut pas. Il faut simplement aujourd'hui que des gens, en tout cas nous en avons identifié certains, aient le courage, parce que je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous couche tous? Il faut qu'on sache, dites-nous la vérité. Mais un homme qui en a deux, sacré paire de couilles, doit pouvoir quand même se dire à un moment donné, mais non, nous travaillons pour un pays, quoi. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui sont de passage. Mais rappelez-vous l'histoire de notre pays. Qui est en prison aujourd'hui au Cameroun? C'est des gens hier qui excellaient dans la mise au pas des autres, qui obligeaient le passage à certains, le passage à tabac pour avoir des petites promotions. Alors quand vous vous regardez dans la glace aujourd'hui, après avoir été malmené par des gens comme ça que le destin a décidé d'arrêter du jour au lendemain, est-ce que vous avez la capacité de soutenir votre regard dans la glace? Vous n'avez pas la capacité de soutenir. Donc, alors, transposez juste les situations. Donc vous avez des gens qui sont là aujourd'hui, qui vous donnent l'impression d'être des gens, des alphas et oméga, des mâles dominants, ultra dominants. Mais non, ça ne se passe pas de cette manière. Ça ne marchera pas comme ça. Donc il va falloir, à un moment donné, dans notre pays, qu'un point soit frappé sur la table. De toutes les façons, pour moi, il n'y a pas eu de démocratie, c'est des conneries. Tout ce qui est raconté là-bas. Parce que démocratie avec un système qui est vicié du début jusqu'à la fin. Parce que c'est qui les opposants au Cameroun? Vous pouvez m'en citer? Le vieux, il a été habile, il a fait ce qu'il sait faire, la politique. Hein, en nous fabriquant des gens qui sont arrivés là et qui, pendant des années, des décennies, ont brisé toute dynamique unitaire de l'opposition. Parce qu'ils étaient payés, parce qu'ils avaient des avantages. Quand ils étaient malades, ils étaient évacués, leurs femmes et enfants aussi. D'ailleurs, pour sceller les pactes,
Des mariages ont été organisés entre enfants. Est-ce que les Camerounais sont au courant de ça? Des gens qu'on nous brandissait comme étant des figures de l'opposition camerounaise. Est-ce que les Camerounais savent tout ça? À mon avis, non. À mon avis, les Camerounais ne savent pas tout ça. Donc, quelle alternance envisager dans le schéma? Est-ce qu'on peut considérer que le Cameroun est un pays en paix? Pas du tout. Pour qu'on soit un pays en paix, il faut qu'on soit dans un état de droit. Qu'on soit dans un état où le destin des populations ne dépend pas entièrement du pouvoir politique. Qui ait une réelle liberté d'expression. Moi, on continue à arrêter des gens parce qu'ils disent des choses au Cameroun. Hein? Je voulais qu'on parle d'un mot de notre frère Martinez Zogo, puisqu'on évoque cette question de la liberté d'expression. Donc, super transition. Pourquoi Martinez Zogo a été tué? Il n'a pas été tué parce que lui-même était auparavant l'auteur d'une mort, d'un assassinat. Il a été tué parce qu'il s'est exprimé. Il a dit des choses. On pouvait répondre à Martinez aussi en disant d'autres choses, en disant le contraire. Et même en l'insultant, simplement, comme certains le font quand je m'exprime là, les mécontents, ou alors cette jeunesse instrumentalisée qui est payée quelques billets d'euros pour essayer de venir mettre la crasse sur moi, en disant, oui, regardez ce va-nu-pied. Ben, attendez, c'est quelle crédibilité? Vous traitez un mec qui porte des berlutis de va-nu-pied, mais ça n'a aucune crédibilité, les mecs. Donc, trouvez autre chose. Donc, pour revenir au cas Martinez, on aurait pu lui répondre avec de la bouche, lui apporter les mêmes arguments, mais on a préféré le tuer. Mais moi, dans la mort de Martinez, je ne retiens pas que la mort. Je vais vous dire pourquoi je ne retiens pas que le fait qu'on l'a assassiné. Moi, je retiens le deuxième message. Il y a un deuxième message qui est passé dessus. C'est le message d'arrogance des gens qui dirigent le Cameroun aujourd'hui. Ils ont tenu à bien faire entrer dans la tête de tous les Camerounais qui seraient tentés par l'idée de contester ou bien de se mettre en travers d'un schéma de prise de pouvoir planifié, que voilà comment vous allez finir. Vous avez vu ce type-là, abattu comme une bête sauvage. On lui a introduit des objets dans le corps. Il y avait besoin de faire ça? Quelle était l'utilité de faire ça? Sauf à vouloir passer un message clair, un message traumatisant. La preuve, au lendemain de la découverte de son corps, c'est un traumatisme général qui a frappé le Cameroun. Oui, je vous parlais de psychose ici, je n'invente rien. J'ai tellement de gens qui m'ont appelé me disant non, ne parle pas de cette affaire de Martinez parce que c'est le premier meurtre, mais il va en appeler d'autres. Donc, il y avait un deuxième message derrière cet assassinat. On n'a pas juste fermé la bouche à quelqu'un qui avait les capacités de s'exprimer, mais on a aussi tenu à passer un message violent aux autres Camerounais. Vous voyez notre capacité de cruauté? Vous voyez ce qu'on va vous faire? On va vous faire manger votre propre merde après vous avoir coupé la langue. Voilà comment vous allez mourir. Ça, c'est le message que les Camerounais doivent retenir de l'assassinat de Martinez Zogo, parce que c'est en réalité la communication que ces gens ont voulu faire en se comportant avec autant de brutalité et de barbarie. Est-ce qu'un tel pays peut être considéré comme un pays en paix? Il n'a pas de parents, Martinez. Il n'a pas été porté 9 mois par une femme. Il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'on a pensé à ça? Non. Parce que, au sommet, vous n'avez pas des gens qui sont habités par l'empathie. Vous avez des gens méchants. Essentiellement méchants. On a créé une république de satanistes. Des gens qui se repaissent de la souffrance des peuples. Ils sont capables de dire du jour au lendemain, allez, vous allez rester dans la sécurité. De toute façon, moi j'ai un groupe électrogène chez moi. Parlons de cette histoire d'électricité. J'arrive au Cameroun en 2018. Quelle est la rengaine générale? Oh, nous sommes en train d'aller vers l'autonomisation énergétique. Ah bon? Qu'est-ce qui est fait? Mais non, on a un vaste projet qui englobe la construction d'un barrage de retenue à Lompanga, qui englobe aussi la construction d'un barrage de production d'énergie à Mainveleux, 215 mégawatts. Vous allez voir, c'est du lourd et c'est du sérieux. Moi, j'ai voyagé. Vous savez, la quasi-totalité de choses dont je vous parlerai, toutes les fois que je prendrai l'initiative de communiquer, la plupart des choses dont je vous parlerai sont des choses que j'ai vécues. Parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais je sais beaucoup de choses. Pas qu'au niveau du Cameroun, au niveau du monde. C'est juste un choix qui a été le mien de ne pas m'exprimer.
Parce que dans les mondes qu'on côtoie, c'est des mondes où on ne parle pas. On entend beaucoup de choses, on en garde, on parle très peu. Mais dans le cadre du Cameroun aujourd'hui, nous avons le devoir de parler. Si nous ne parlons pas, nous serons complices du pays délabré qu'on va laisser aux générations d'après. C'est aussi simple que ça. Donc on me dit, voilà, ça va être du lourd. Je suis allé visiter le barrage de Lompanga, effectivement, très belle œuvre. Les Chinois, ils ont fait fort, ils ont bien bossé. Donc ce barrage avec pour vocation de retenir les eaux de la Sanaga en amont pour permettre quoi? Pour permettre que quand il y a des décrues, donc quand en période des saisons sèches et tout, quand les eaux de la Sanaga baissent, et ben, qu'on puisse lâcher le flot d'eau pour continuer à faire tourner les turbines. Donc, ok, très belle œuvre. Je suis allé à Meunveleux au sud. J'ai visité le barrage de Meunveleux, 4 turbines à la base, mais que 2 qui marchaient. Pourquoi 2 marchent? Eh bien, il y a eu un vice de fabrication dans le gros œuvre, faisant que si on fait fonctionner les 4 turbines au même moment, le barrage va s'écrouler. Vous savez combien a coûté ce barrage? Plus de 400 milliards de francs CFA. Plus cher pour 215 mégawatts que le barrage de Soubré, qui a une production supérieure et qui a été construit déjà en moins d'années. Donc, ok. Donc, on a dit aux Camerounais, vous aurez un barrage qui va régler le problème d'électricité, il n'y aura plus de délestage au Cameroun. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a un barrage qui produit un tiers de l'électricité et de l'électricité qui était prévue à la base. Y a-t-il eu une communication sur cette question? Jamais. On n'a jamais dit aux Camerounais, bon, finalement, on s'est trompé. J'en ai jamais justifié qu'on ait sorti plus de 400 milliards pour un barrage qui produit finalement à son grand maximum 80 mégawatts d'électricité, en lieu et place des 215 mégawatts qui étaient prévus à l'origine. Donc ces gens, c'est des gens qui s'en foutent. Et vous n'avez pas d'autre moyen de les gérer, hein, et retenez bien ce que je vous dis, vous n'avez pas d'autre moyen de gérer ces gens que de les pousser à la porte. Ils sont habitués à quoi? À boire du champagne, à vous entendre faire des directs. En rigolant, oh putain, mais vous entendez les ogos. Et donc ça rigole, ça boit du champagne. Oh, vous avez entendu Chouta, ça rigole, ça boit du champagne, parce qu'ils savent que, allez, cette jeunesse-là, c'est des couilles molles, de toutes les façons, on les tient. De temps en temps, quand ils aboient un peu trop, on leur jette des petits billets à Paris et tout. Et puis, bon, dès que chacun a reçu un petit billet, c'est à qui sera le plus zélé. Hein. C'est eux qui appellent à Massa, Waïzé, Waïna, Morgan Palmemin, que je l'insulte bien et tout, oui, allez, vas-y. Et ces gens rigolent. Mais vous pensez que sans solidarité de corps, ces gens auraient pu régner pendant toutes ces années? Des mecs qui sont très solidaires. Hein. Vous voyez bien, vous avez président de la République, le président Biya, vous avez président du Sénat, Niad Difendi, les gens de la même génération, vous avez président de l'Assemblée nationale, Kabaye Yege Djibril, c'est des gens de la même génération. Ils ont cheminé ensemble toute leur carrière politique, tout leur parcours politique. Et ils vont, dans le projet, partir ensemble. Donc pendant que ces gens sont unis, qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse camerounaise? Ce qui se passe au niveau de la jeunesse camerounaise, c'est qu'elle passe le temps à se foutre sur la gueule, à s'insulter. Et sans savoir qu'elle joue le jeu de ces gens-là, parce que c'est eux qui décident à la fin. Et ils savent qu'il n'y a rien en face, donc comme il n'y a rien en face, on peut faire ce qu'on veut. Donc il faut foutre un coup de pied au cul de ces gens pour qu'ils partent tous. Cela dit, j'ai toujours été pour l'idée que si on doit refonder le Cameroun, il va falloir qu'on soit dans une approche inclusive. Approche inclusive et non exclusive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir sur l'idée que, allez, on va en chasser quelques-uns, parce que même dans le RDPC, je vous dis, pour connaître profondément ce système, on a beaucoup de gens brillants. Ah, je vous le dis, hein, et des gens qui sont attristés de la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui. Pourtant, ils font partie du système. Mais ils sont pas une masse critique de gens qui peuvent infléchir les choses. Et cette masse critique qui aurait pu venir des voix contestatrices de l'extérieur se heurte au problème d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. C'est chacun qui va de son petit côté, c'est chacun qui est instrumentalisé, c'est chacun qui insulte l'autre. Donc, du coup, c'est compliqué.
c'est compliqué. Mais je pense que nous avons atteint aujourd'hui la cote d'alerte. Vous savez, toutes les libérations commencent par la libération de la parole. On n'a jamais eu autant de contestations dans l'histoire de notre pays aujourd'hui, tant de libération de la parole que ce qu'on peut observer ces derniers temps-ci. En général, il est toujours le prélude à une autre forme de violence. Hein, vous voyez, on commence toujours par s'insulter, après derrière l'insulte, on met une gifle, et voilà. Donc c'est ce qui va se passer au Cameroun. On est dans la situation de quoi? Je vais vous dire. On est dans la situation d'une fille qui a été envoûtée. Donc les Camerounais ont été envoûtés pendant toutes ces années. Je vous parlais tout à l'heure de la SINEC, beaucoup d'autres rituels qui ont été mis en place. Ils ont été envoûtés et puis du jour au lendemain, le filtre d'amour ne fonctionne plus. Donc il y a un réveil. Le voile qui était là, qui faisait qu'on était aveugle, qu'on voyait tout beau, on n'osait rien dire, ce voile s'est déchiré. Et on ne pourra pas le recoudre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 alternatives que de dire quoi? S'il y a un peu de responsabilité de la part des jouisseurs, le gros des jouisseurs qui sont aujourd'hui aux avant-postes au Cameroun, c'est de dire « Ah, il faut absolument qu'on aille vers la refondation ». Et la refondation, c'est de dire quoi? C'est de dire que chacun doit venir armé de sa part d'humilité. La refondation ne veut pas dire venir en considérant que, bon, moi je m'appelle Ferdinand, et comme je suis Ferdinand, Biya a fait de moi le secrétaire général à la présidence du Cameroun pendant 14 ans, et donc à ce titre, voilà, comme je suis resté, non, pendant 13 ans, pardon, et comme à ce titre je suis resté là pendant 13 ans, j'ai plus de droits qu'un autre Camerounais. T'as aucun droit, mon gars. Aucun. T'as quel droit? T'es plus brillant que qui? Personne. T'es ce qu'on appelle le fait du prince. Le fait du prince, la nomination, elle est discrétionnaire. Je prends mon boutiquier, parce que hier, il me rendait des services, il me chargeait mon pain avec beaucoup de chocolat. Le jour où j'arrive au pouvoir, je décide de faire de lui un ministre. Il devient ministre. Mais est-ce qu'il est meilleur que les autres Camerounais? Pas du tout. Pas du tout. Et donc l'illusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est celle-là. Elle est que des gens qui n'ont pas plus que ça de valeur ajoutée se sont retrouvés à exister par des fonctions auxquelles ils ont eu accès, de manière, à mon avis, indue, ou alors de manière abusive. Parce que peut-être que le vieux leur a fait confiance en se disant, bon, je pourrais tirer quelque chose de ce jeune et tout, et que par la suite, à l'usage du pouvoir, ils n'ont tout simplement pas été à la hauteur. À grand pouvoir correspond à grande responsabilité. Le pouvoir n'est pas fait pour être mis entre les mains de n'importe qui. C'est pour ça que je repasse ce message, je leur dis, faites attention aux alliances que vous êtes en train de passer, parce que tout le monde n'est pas fait pour arriver au pouvoir. Tout le monde n'est pas fait pour arriver au pouvoir. Ça va être n'importe quoi. Et de toutes les façons, le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus prêt à recevoir n'importe quoi. On a touché le fond, il faut rebondir. Et on va rebondir avec tous les gens de bonne volonté qui veulent travailler. Moi, je ne suis candidat à rien. Je ne suis candidat qu'à une chose, à voir que nos enfants, on leur montre une perspective qui va être une perspective réduisante pour eux, pour leur avenir. On ne peut pas, sauf à faire preuve de la plus grosse irresponsabilité, dire qu'on va laisser à nos enfants ce Cameroun que nous voyons là aujourd'hui. Ou parce que vous connaissez un procureur, vous avez tort dans une affaire, du coup vous avez raison, quoi. Non, on ne peut pas. On ne peut pas le faire. Et je le disais, maintenant que nous avons acté la société d'ensauvagement, le Cameroun est devenu un pays d'ensauvagement, donc clairement, c'est même pas la peine. Quand vous avez un problème, n'allez même pas, perdez pas le temps à aller en justice. Ça va rien donner, sauf si vous avez un trésor de guerre qui vous permet d'aller acheter tout le monde, du procureur au greffier en passant par le juge, bref, d'acheter toute la chaîne de commandement. C'est pas la peine, n'y allez pas. Vous allez perdre votre temps. Si des gens comme nous ne sont pas capables de faire entendre justice quand on estime qu'on a été spolié, mais imaginez le personnel, le peuple lambda. Comment vous allez en sortir dans ça? Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est d'apprendre à se faire justice soi-même. Ah oui, sinon on vous mange comme des petits poissons, les gars. Comme des petits poissons. Donc, il y a quelque chose qui doit être très clair. Nous avons atteint la cote d'alerte. On est obligé d'aller vers des changements profonds de structure. Et pour ça, il faut débarrasser les uns et les autres de ce cancer qui a annihilé toute prise d'initiative en Afrique. Ce cancer s'appelle la peur. Oui, tout le monde a peur de mourir. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais à quoi elle sert cette vie
Si ça doit être une vie d'errance, une vie d'une utilité, on n'est pas utile. On est content de voyager, d'aller dans le pays des gens. On est content de faire des photos à la place rouge, hein, devant la fameuse basilique de Saint-Basile, la fameuse cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. On est content de faire des photos devant la Tour Eiffel. On est content d'aller sur la 5e avenue. Mais c'est le fruit du travail des gens. Les ancêtres de ces gens ont travaillé dur. Et puis le fruit de ce travail traverse des générations et des générations. Qu'est-ce que nous, on aura construit pour les générations d'après? On va se rappeler de nous comment? En disant que oui, dans les années 2000, il y a un type qu'on appelait Ferdinand Ngongo. Vraiment, il a mis tous nos parents au pas. Mais bientôt, il va commencer à vous convoquer à tour de rôle. Venez, je vous couche. Homme comme femme, on s'en fout. Venez, je vous couche parce que c'est moi le plus fort en ce moment. Vous allez le faire. Vous allez accepter ça? Donc, qu'est-ce qu'on retiendra? Qu'est-ce que les générations d'après retiendront? Que en 2000, dans les années 2000, 90, 2000, il y a eu une génération de poltrons qui avaient tous peur de mourir, tous peur de voir leurs enfants grandir et tout, et qui n'ont rien fait, qui ont laissé le bordel. Mais si nous faisons hériter ça aux générations d'après, vous pensez que c'est elles qui vont faire quoi? Puisqu'elles seront le produit de nos gènes, des gènes de peureux, de poltrons qui ne peuvent rien faire et qui sont là, qui attendent qu'il y ait un changement divin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut entreprendre. Et il faut aujourd'hui occuper le discours public de manière utile. Utile. La question n'est pas que d'ordre politique, elle est d'ordre économique. C'est vrai que chez nous, tout est gangréné. Prenez un gars de la diaspora qui va investir au Cameroun. Le jour où il met ses pieds au Cameroun, il ne sait pas qu'il est déjà identifié par un système qui a mis en place un mécanisme pour que aucune de ce type d'activité ne prospère. Il ne le sait pas. Donc il va aller dans une banque prendre un crédit ou dans une banque pour faire ses transactions financières. S'il veut prendre un crédit, on va lui dire il faut nous produire le dossier de votre projet. Il va amener le dossier de son projet sans savoir qu'il est en train de se vendre lui-même. Il va donner le projet, ça va se retrouver dans les services. Et puis on va dire, ah d'accord, donc il a ses idées, il veut faire ça, d'accord. Et vous ne ferez jamais rien. On va vous mettre dans un cirque. On vous balade d'administration en administration avec des connivences. Ils savent déjà, ah, il veut faire ça, d'accord, bon, il a de l'argent, oui, il a de l'argent, on va lui en prendre. Donc, allez dans telle administration, vous allez tomber sur un directeur de cabinet, non, il faut me donner ceci, mais il faut aussi la part du ministre. Si vous allez amener 500 millions, vous allez en dépenser 300 pour payer des gens qui ne vous produiront aucune solution. Jusqu'à ce qu'on sente que vous n'avez plus rien. Et quand vous n'avez plus rien, eh bien, vous êtes contraint de faire quoi? De reprendre l'avion, de rentrer en France, traumatisé profondément, rembourser les crédits peut-être que vous avez pris là-bas avant de venir au Cameroun. Et puis faire un mauvais retour d'expérience, dire oh le pays il est dangereux, vraiment n'y allez pas. Et au moment où vous tenez ce discours, vous ne savez pas, vous êtes en train de jouer le jeu d'une construction, c'est un schéma. C'est un schéma les gars. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, on va le prendre. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, je vous entends. Attendez, je vous mets en direct là. Oui, oui, allez-y. Bah, merci déjà de partager cette expérience avec nous autres. Mhm. C'est très, très courageux de votre part. Merci. Vous me paraissez vraiment sympathique. Vous me paraissez... mais il y a un truc qui m'embête et si on veut être franc avec les uns les autres, c'est important qu'on ait ces conversations difficiles comme disent les anglo-saxons. Vous avez parlé par rapport à M. Sim, vous avez parlé de, je sais pas, un appartement ou un truc, une accommodation à Bonapriso, je crois, voilà, ou avec 257 caméras, si je me souviens bien. Je me rappelle dans l'une de vos interventions, vous avez parlé que cette même personne serait propriétaire de 200 hectares ou un truc de ce genre à Kribi. Mais d'entrée de jeu, 200 hectares, je veux dire, vous demandez quand même, vous faites
je crois savoir, vous êtes juriste, vous ne demandez pas, mais alors, ce monsieur-là, comment il a pu amasser un tel patrimoine? Ça, c'est d'un. Et de deux, l'histoire des 257 caméras qui enregistreraient, pour vous citer, les ébats des résidents. À quel moment est-ce que vous êtes au courant de ces pratiques? Ah, d'accord. Et voilà, ça c'est un volet de la question. De l'autre côté, vous avez dit que le président de la République serait informé de pratiquement tout ce qui se passe chez nous. Alors, est-ce à dire que d'une manière ou d'une autre, tout ce qui se passe serait il a dit qu'il acquiescerait à ce qui se passe là en ce moment. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est à l'ultime le responsable de tout ce qui se passe? Ben, bien sûr qu'il est le responsable. Voilà. Bien sûr qu'il est le responsable. Oui. Oui, et pour finir, vous avez évoqué, je ne voulais pas citer la personne, vous avez parlé d'un monsieur qui avait été interpellé abusivement lors d'un passage par un aéroport. Je crois que vous avez parlé de mal, sans nécessairement donner des informations sur la personne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Merci, c'est des questions que j'avais à vous poser. Vous me paraissez très sympathique, mais je voudrais vous accorder toute la crédibilité. Mais il y a un côté de moi qui se dit, mais attendez, il nous parle de 2018, mais il était au courant de quoi à l'époque? Pourquoi c'est seulement maintenant? Alors, pour mettre ça d'une autre manière, si votre venture, par rapport à Global TV, si je me rappelle bien, n'avait pas tourné comme elle a tourné, est-ce que vous seriez là à nous décrire le système tel que vous nous le décrivez? Voilà les questions que j'avais à vous poser. Merci d'avoir pris mon appel. Ok, c'est moi qui vous remercie. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est quoi votre prénom? Appelez-moi Kléber. Kléber, d'accord, ok, Kléber. Ok, merci Kléber. Ok, je vais essayer de vous... Un truc qui me paraissait aussi... est-ce que vous pourriez considérer l'idée d'intervenir sur une page des compatriotes? Il y a des compatriotes qui ont quand même une audience relativement considérable. Je crois que votre message il est assez puissant et à mon avis il devrait parvenir à un maximum de compatriotes. Est-ce que vous seriez prêt à intervenir sur les pages des compatriotes? Je veux dire, on pourrait par exemple faire la promotion, qu'on dit par exemple tel jour M. Palmer va intervenir sur tel point. Je pense que ce que vous dites est assez grave et beaucoup de Camerounais devraient être à l'écoute de ce que vous avez à dire, je pense. Donc voilà l'autre question que je vais vous poser. Ok, merci beaucoup, cher Kléber. Je vous réponds, je vous garde pas en ligne et pour laisser la possibilité à d'autres personnes d'appeler si possible. D'accord? Ça marche. Ok, merci beaucoup, merci. Alors, c'est Kléber qui nous appelle de Londres. Moi, j'aime beaucoup les personnes spontanées, les personnes vraies. Je n'ai à aucun moment prétendu dans les différentes communications que je fais que je serais un saint et face à moi, donc un ange et face à moi des démons. Non, pas du tout. Nous avons chacun sa part de responsabilité dans le marasme que nous vivons. Alors, vous avez une préoccupation depuis 2018, pas que depuis 2018. Moi, je suis dans l'action publique au Cameroun depuis bientôt 30 ans. Depuis bientôt 30 ans. Si vous avez suivi mes autres communications, vous comprendrez pourquoi. Donc, depuis bientôt 30 ans, je suis au courant des choses. Pourquoi je ne parle pas? Moi, je pense que c'est peut-être lié à une méconnaissance du personnage. Et on va faire un exercice très simple. Vous allez sur ma page Facebook, qui est mon principal canal de communication, et vous regardez de 2009, date à laquelle je suis affilié à ce réseau social, à aujourd'hui. Vous allez voir que tout ce que je vous dis là, je l'ai souvent dit là-bas. Peut-être avec des formules différentes, avec de notre type de rhétorique, mais je l'ai souvent dit, j'ai toujours décrié. Vous lisez. Vous allez voir, si vous lisez ce que j'ai écrit il y a 5 ans, 6, 7 ans, vous allez être frappé par le niveau d'actualité que cela peut avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne suis pas l'homme d'un réseau ou d'un système, parce que je suis un électron libre. Ma conception de la vie est qu'on construit une trajectoire sur des valeurs. Et l'une de ces valeurs, c'est l'empathie. Moi, j'entends beaucoup les gens me faire ce procès. Oui, mais tu as été avec Baon là, tu as été avec tel... Mais on ne peut pas, aujourd'hui, sauf si on est une société malade, et qu'il faut une thérapie de peuple à notre pays, on ne peut pas reprocher à des gens d'être dans l'empathie. On ne peut pas reprocher aux gens de tendre la main
à ceux qui sont en difficulté. C'est mon cas. Maintenant, suis-je responsable de la manière dont un individu décide de manifester sa reconnaissance à mon endroit? S'il veut être ingrat, s'il veut mordre ma main, comme ça a été le cas de Sim, qu'est-ce que j'en sais, moi? Suis-je responsable? Donc, ça, c'est l'aspect, tout ce que je sais depuis le début. Si vous lisez, je peux partir dans le pas, c'est une mine d'informations. Vraiment, prenez juste le temps, quand vous avez un peu de moment, prenez un peu de temps. Vous feuilletez, vous allez voir que c'est l'histoire, la même histoire que je vous raconte là, je l'ai racontée déjà. 2018, allez savoir qu'est-ce que je disais sur l'élection de 2018, ça permettra de comprendre très rapidement. Maintenant, sur l'histoire des caméras, mais je l'ai appris de manière malencontreuse. C'est-à-dire que le jour où on a des articles qui commencent à sortir, oh non, on détient des sextapes, j'avais déjà entendu parler d'un truc comme ça. J'ai d'ailleurs interrogé Émile Parfait-Sim sur la question, qui m'avait dit à l'époque, non, c'est faux, c'est des mensonges et tout, machin. Mais il a écrit lui-même, dans un de ses sites, je crois la SMAC Info ou Russe Afrique Info, il a écrit noir sur blanc. On a fait des captures d'écran, dans lesquelles il dit que les vidéos, qu'il détient des vidéos sur des gens filmé dans ce truc. Et moi, cette information m'a été confirmée par une haute personnalité de la sécurité au Cameroun, qui est un ami de Sim. D'ailleurs, c'est l'argument qu'ils utilisaient à l'époque. Comment j'aurais su ça, alors que moi-même j'habitais là, et que moi-même j'ai été parmi les personnes filmées? Vous pensez que je parlerais aujourd'hui si j'avais des choses à me reprocher? On a vu un hétérosexuel fort aux fesses, qui vivant une vie normale, et tout. Vous pouvez imaginer un seul instant que si ces gens avaient des choses de nature à pouvoir me créer le moindre petit souci, mais tout ça serait versé dehors. Quand on a vu la capacité de nuisance dont ils ont fait preuve, leur retenue, c'est être dû au fait qu'il n'y a rien de répréhensible. Donc, alors vous pensez quoi? Que moi, avec ma complicité, on me filmait matin, midi, soir. Je vous parle de 257 caméras dans un immeuble. Avant que je ne vienne là-bas, il y a des ministres qui ont habité dans cet appartement. Il y a des délégations officielles qui sont venues d'étrangers qui ont habité dans cet appartement. Donc vous ne pouvez pas... Enfin, je pense que ce n'était pas le sens de votre démarche, mais c'est pour vous dire que tout ça a été révélé par même la propre folie du bonhomme. Tellement sûr de la pleine puissance, tellement sûr de détenir le pouvoir, de contrôler tout le monde. Il l'a dit, il a écrit noir et blanc lui-même. Et en dehors de qui il a écrit noir et blanc lui-même, il s'est répandu sur la question auprès de plusieurs personnes qui sont des témoins. Donc, je ne suis pas en train de sortir une affaire aujourd'hui que je connaissais. En d'autres termes, j'aurais dit, bon, allez, donc j'ai été complice qu'on fasse une captation d'images privées sur moi. Non, je ne peux pas être complice de ça. Donc, sur les deux préoccupations, je crois que c'était ça, les deux préoccupations, sur l'affaire des caméras, pourquoi on en a parlé maintenant, mais j'en parle au moment où je suis au courant de la chose. Tout comme, il y a quoi? Il y a un an à rebours, je n'étais pas du tout au courant des accointances qu'il y avait avec tel ou tel système. J'ai découvert ça. Moi, ce que je savais de Sim, c'est que c'est un pauvre gars qui est victime de la jalousie des Camerounais parce qu'il a essayé de faire un truc de bien. C'est ce qu'il m'a vendu. Et la jalousie, c'était le reste du patronat qui n'admettent pas qu'un jeune soit en train de s'en sortir. La jalousie, c'était le réseau bancaire et qui lui a fermé tous ses comptes, empêchant qu'il paie les souscripteurs. La jalousie, c'était le réseau du franc CFA qui voyait une alternative, qui voyait en son lié plus mal une alternative à leur monnaie. Donc moi, c'est l'information qui m'a été vendue. Vous imaginez pas un seul instant, après tout ce que je vous dis, que j'aurais pu imaginer simplement que j'ai affaire à du ramassis de ramolli de bulbes, à tout ce qu'il y a de plus détestable, à un grand criminel, et que je me serais associé à un grand criminel pour chercher quoi? Hein? Puisque je vous ai dit que je me suis retrouvé à injecter de l'argent pendant 1 an. Alors si la motivation elle était financière, ben j'aurais vite arrêté les frais. Non, donc c'est un peu ça, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous et qu'on reste tout à fait dans un discours, comment dire, de sincérité avec vous. Maintenant, moi j'apprécie la démarche. Hein, c'est important dans la vie de parler le langage vrai, le langage de la vérité. Moi je serais à des années-lumière de penser que je suis un saint, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Non, je suis un être humain. J'ai ma part d'ombre et de lumière, même si la plupart du temps, comme pour les autres, je demande qu'on focalise sur la part lumineuse et qu'on laisse le côté ombragé dans l'ombre.
tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais prendre une autre préoccupation. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est Maître Gislain, qui dit que pensez-vous de Michel Bissaï? Est-il impliqué dans cet espionnage? Mais bien sûr que Michel Bissaï est impliqué dans cet espionnage. Michel Bissaï, c'est la petite main, hein, c'est un petit, bon, j'évite de parler de lui souvent parce que pour moi, c'est un pauvre mec. Vous pouvez pas demander à un jeune Camerounais aujourd'hui, qui en plus a eu la folie de prendre une femme, d'en faire sa femme à la maison, vous pouvez pas lui demander d'abandonner, de renoncer à un emploi. Qu'est-ce qu'il va faire, Bissaï, s'il ne travaille plus là pour Sim, s'il n'encaisse pas ses 100 000? Et il va nourrir comment cette femme-là? Il va envoyer ses enfants à l'école comment? Mais bien sûr qu'il est au courant de ça, parce que le réseau justement est contrôlé par deux personnes. Il y a Simb qui a accès à ces caméras et il y a Bissaï Michel qui est au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire si on ne peut pas mettre la main sur Émile Parfait Sim, on peut mettre la main sur Michel Bissaï qui a accès à ces images. Donc oui, effectivement, il n'est pas Michel Bissaï aussi est dedans, mais si vous voulez, je voulais pas qu'on soit sur des petites mains. Parce que vous savez, on est face à une mafia. Si on commence, au moment où on parle des cerveaux, donc des gens comme Ferdinand Ngongor, secrétaire général de la présidence de la République, qu'on soit là à parler du menu fretin, Michel Bissaï, pour moi, ça fait désordre. Hein, je préfère focaliser sur les têtes de pont, là, les têtes pensantes de la mafia, donc la bande à Ferdi. Je préfère m'arrêter sur eux que de m'intéresser à Michel Bissaï qui est une petite main, à la limite un pauvre mec. Moi je comprends son truc, il faut qu'il mange, il faut qu'il nourrisse sa femme. Comment il va le faire si il perd son emploi? Moi je l'ai vu faire. C'est un petit qui avait beaucoup de respect pour moi, qui me donnait du grand frère, qui était toujours là quand il y avait quoi que ce soit, mais je l'ai vu du jour au lendemain changer de comportement. J'ai compris que non. Si je lui enlève le pain dans la bouche, là, il va vivre de quoi? Donc, moi, c'est pas Bissaï pour moi le problème. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est ce qu'on a vendu à bien d'autres. J'en fais pas partie, mais j'ai pas marché dans cette entourloupe. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Palmer, à ton niveau d'expérience, toi qui fais des notes dans les plus hautes instances des pays africains, tu t'es laissé embarquer dans ces conneries sans t'en référer à tes sources et contacts. C'est quand même curieux. Non, mais Philippe, il y a une mégarde. Et c'est ça le problème de la communication aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez loupé un épisode, effectivement, vous pouvez revenir avec des préoccupations qui ont déjà été évacuées. Je l'ai dit au premier jour que quand j'ai rencontré Émile Parfait Sim en avril 2022, quand il m'a été présenté, je ne le connaissais pas. J'ai eu ce qu'on appelle un transfert de sympathie parce que la dame qui me l'a présenté m'a dit « C'est ton jeune frère, il a besoin aujourd'hui d'entrer dans l'industrie, notamment l'extraction minière, et il n'a pas les réseaux à l'international pour pouvoir le faire. Aide-le. » Donc, Sim m'a demandé la même chose. Quand je suis rentré à Paris, j'ai amené son dossier à un cabinet français travaillant avec la Russie qui s'appelait Losey & Partners, qui travaille traditionnellement avec la Russie depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Ces derniers ont pris ce dossier, ils ont fait ce qu'on appelle une due diligence. Donc ils ont fait une enquête pour savoir qui étaient les personnages mêlés à ça. Et ils m'ont fait un retour immédiatement, quelques jours après, me disant « Attention, mais tu nous as amené un bandit. Ce gars, il est mêlé dans une histoire d'arnaque à la crypto-monnaie. » Et tout, c'était au tout début du scandale lié Plimal, je crois, parce qu'on était en avril 2022. Donc ils me l'ont dit, et ils m'ont dit tout de suite, non, on ne peut pas collaborer avec eux, parce que on va devoir mettre des multinationales, des boîtes d'État, des gros conglomérats comme Russie Hydro, Hydroproject et compagnie, dans une affaire avec un gars qui a une image sale. J'ai fait aussitôt un retour à Sim en lui disant, ah, c'est compliqué, ton dossier ne passe pas parce que voilà ce que tu as. Donc moi, c'est comme ça, c'est des blancs que j'ai appris qui était Sim. Puisque celui qui m'a présenté Sim ne pouvait pas venir me demander d'intervenir pour Sim en me disant exactement des paroles pour me décourager. Il faut comprendre les choses. Donc quand je l'ai dit à Sim que voilà ce que dit l'enquête sur toi, il s'est défendu en me disant ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je suis victime de jalousie. Venant du Cameroun, je sais que la jalousie existe, je sais tout ce qu'on fait pour casser les jeunes.
qui essaient d'avancer. Je suis victime de jalousie, notamment du patronat local qui est conseiller de vieux, qui considère que nous, un jeune comme moi, je ne dois pas réussir. Je suis victime d'une cabale des banques qui m'ont fermé tous les comptes, m'empêchant de payer mes souscripteurs. Et enfin, je suis victime du lobby CFA qui voit en ma crypto-monnaie une alternative à leur monnaie. Donc, en matière de droit, il y a ce qu'on appelle le principe de contradictoire. Ça veut dire que même si on accuse quelqu'un de quoi, il a le droit de donner sa version à lui. Donc cette version qu'il m'a donnée, je l'ai ramenée aux Russes. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, bon, si c'est ça, les griefs, si c'est ça qui lui vaut la campagne que nous voyons, il faut simplement maintenant qu'il s'engage pour que tout ce qu'on va faire à partir de l'exploitation, l'exploration à l'exploitation, tout ce qui va dégager comme bénéfice, il y a une ligne de comptabilité qui va être affectée au remboursement des victimes présumées de la crypto-monnaie. Écoutez bien le truc, Philippe. Donc ça, c'est la condition que les Russes ont donnée et la condition que Sim a acceptée tout de suite. Donc on n'est pas sur une ambiguïté, les choses sont très claires. Donc moi, quand je viens au Cameroun, je sais que si affaire crypto il y a, parce que la version qui a tendance à résonner bien dans ma tête, puisque je ne connais pas ce dossier de crypto-monnaie, moi je n'ai jamais souscrit dans les crypto-monnaies, je ne connais pas. Je n'étais pas au Cameroun, je ne savais pas ce qui s'y est passé. Donc la version que Sim m'a donnée, qui est celle de la jalousie, j'ai eu tendance à la créditer, puisque celui qui m'a présenté à Sim, je me suis dit, il ne pouvait pas me présenter à quelqu'un qui n'était pas recommandable. Donc voilà ce qui s'est passé, Philippe. C'est pas une histoire de que à mon niveau d'information, mais si, j'ai eu des informations, je les ai confrontées avec les dires de Sim, et puis on est parti sur un compromis qui était, on exploite des mines, c'est de l'or et le diamant, c'est beaucoup d'argent. Donc il suffit même peut-être d'un demi pour cent de la rentabilité, des bénéfices, un demi pour cent, ça rembourse tous ces 5 000 milliards dont on parle aujourd'hui. Donc il a dit oui. Donc à partir de ce moment, j'étais tout confortable. La preuve, les partenaires se sont engagés fort de cette promesse, alors qu'au départ, ils ne voulaient pas. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Ce qui s'est passé, cher Philippe. Alors j'ai quelqu'un d'autre qui dit, moi j'ai entendu dire que le Cameroun va certainement subir un moment chaotique. Lequel, que va-t-il se passer? Et on doit se préparer. Merci pour votre initiative. C'est Maliga Magueya. Hein. Donc en bassa, ça veut dire la vérité de l'amour. Voilà. Oui, ben, bien sûr on y est déjà là. On y est déjà, mon frère Maliga. Qu'est-ce que vous pensez? On est dans l'ensauvagement. Je vous dis que j'ai dû quitter un pays où quelqu'un m'escroque de l'argent. Il escroque à plus de 50 personnes qui travaillent pour lui de l'argent. Et quand on décide d'ester en justice, ben, ce qu'on nous sert, c'est une tentative d'assassinat. Genre, vous n'avez pas le droit de revendiquer vos droits. Donc on y est déjà. On est déjà dans cette violence-là. Et elle a peut-être su s'exprimer de manière exponentielle dans le sud et nord-ouest du Cameroun. Mais on n'est pas du tout à l'abri d'une extension dans le reste du précaré. En tout cas, si on va vers ces schémas où, malgré les conneries que les uns et les autres ont fait, ils veulent encore partir dans l'idée d'une OPA sur le Cameroun. Ça ne marchera pas. Mais franchement, je vous le dis, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, on est déjà dans le chaos, mais on va aller vers une exponentialisation du chaos. Ça, c'est ce que je peux vous dire de manière certaine, avec beaucoup de certitude. Donc, je le disais, aujourd'hui, la responsabilité de ceux qui prennent la parole publiquement, c'est de tenir un discours constructif, avec de la valeur ajoutée aux jeunes. C'est quoi le discours avec la valeur ajoutée aux jeunes? J'ai vu qu'il y a aujourd'hui une vague panafricaniste, oui, machin et tout. Mais la vague panafricaniste, ce n'est pas nouvelle. Au temps de Kwame Nkrumah, déjà, ils étaient sur le même schéma. Alors, quid des résultats? Quid du bilan? Ben, le bilan, c'est qu'on est au même niveau. On est gouverné par des gens qui n'ont rien compris aux enjeux. Mais de toute façon, c'est pas qu'ils sont bêtes, mais ils ont un agenda. Vous pensez que Aïdio, à l'époque, patriote, qui a pensé que, voilà, quand je voyage et que je vois des belles choses ailleurs, je peux demander qu'on reproduise ces belles choses chez moi au Cameroun, ben, il n'arrangeait pas l'agenda des gens qui ont milité pour qu'il arrive aux affaires. Donc ces derniers sont arrangés à le dégager. Et ils nous ont donné le président Biya qui est venu avec un agenda. C'est de bonne guerre. Le monde à la base est une injustice. On a plus de 70% des matières premières essentielles qui sont concentrées en Afrique, donc chez nous. Et puis pour le reste, il n'y a rien.
Donc, ils sont obligés d'inventer des mécanismes qui sont à leur disposition pour essayer de survivre. Ça s'appelle des mécanismes de survie. Donc, il ne faut pas mettre les organes quand on évoque ces questions. Il faut les évoquer de manière très froide, en se disant, si on était à leur place, on ferait pareil. Bon, maintenant, on n'est pas à leur place, on est à notre place. Comment on fait pour préserver l'essentiel de ce qui jaillit de nos terres? Il faut pour ça former des cerveaux. Il faut envoyer, faire de l'éducation une priorité, la subventionner à haute dose. C'est-à-dire que pour moi, au Cameroun, on devrait arriver au moins à 30 ou 40% du budget national dévolu à l'éducation, faisant de chaque étudiant camerounais, de chaque lycéen camerounais, un boursier. Ne me dites pas, c'est des chimères, parce qu'ils l'ont fait au Sénégal, avec 2 fois moins de budget que le Cameroun, sous le président Wade pendant 10 ans. Tous les lycéens, tous les universitaires avaient une bourse de l'État pour aller à l'école. Ça a permis quoi? Ça a permis de faire émerger des cadres, des ingénieurs, bref, de faire émerger une nouvelle classe avec des revenus leur permettant de se prendre en charge et donc de payer les études de leurs enfants. Mais si à la base, on dit qu'il y a un facteur limitant, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas envoyer les enfants à l'école, ben on fait passer beaucoup de génies à la trappe. Et ce n'est pas profitable pour le pays. Donc, on ne peut pas considérer ce type de dépenses comme des dépenses sociales, c'est de l'investissement dans ce cadre-là. Donc je parlais du discours à valeur ajoutée. Voyez aujourd'hui tous les jeunes politiques. Pourtant nous sommes un formidable vivier d'opportunités. Regardez, le piment, le vrai piment, hein, parce que quand je dis piment, je connais, on a tous l'esprit tordu maintenant au Cameroun, le vrai piment, c'est 3 productions par an. Vous savez, le kilo de piment, il coûte à peu près 1000 ou 1500 francs à Yaoundé, dans n'importe quel marché africain. Quand vous arrivez à Paris, le même piment que vous avez acheté 1500 à Paris, vous l'avez entre 12 et 15 euros, donc dans les 10 000 francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien qu'avec le piment, nous pouvons fabriquer pas des crypto-millionnaires, mais des agri-millionnaires, des alliés des jeunes qui vont se dire, bon, on est là. Chômage de masse, plus de 70% des jeunes de la population assis dans les maisons n'ont pas de travail à faire, mais pourtant, ils sont assis sur des ressources énormes. Il suffit que 100 jeunes de Mimboman, de Tabalonkak disent, bon voilà, au lieu de rester là le matin, on voit la journée finir, on a des terres à perte de vue, allons coloniser ces terres. On arrive, on travaille, le piment seul peut faire beaucoup de millionnaires. Mais qui donne ces informations stratégiques aux jeunes? Personne. Parce que tout le discours est pollué par la politique politicienne. Alors que là où il faut orienter les regards, aujourd'hui, et là où on va être en danger, c'est le jour où on aura conscience de ce que nous représentons comme marché. 30 millions de gens, mais c'est un putain de marché, les gars. Avec un tel marché, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire preuve d'intelligence collective en disant, bon voilà, il y a tel qui veut venir faire telle ou telle chose sur nous, on ne laisse pas rentrer dans notre marché comme ça. Attention les mecs. Hein, il va falloir prioriser sur les nôtres. Il veut faire de la grande distribution, mais c'est par exemple une aberration de voir des groupes d'ailleurs venir se constituer en solution de grande distribution au Cameroun. On n'a pas les hommes d'affaires. Localement, à qui on peut signer des monopoles aussi. Pourquoi? Parce que, au moins avec nos hommes d'affaires locaux, on ne crée pas une croissance extravertie. C'est quoi la croissance extravertie? C'est celle qui est concentrée essentiellement entre les mains des multinationales. Qu'est-ce qu'elles font quand elles réalisent des profits? Elles rapatrient ces profits dans leur pays d'origine et donc il y a une rupture de la chaîne de valeur. Alors que si c'est un gars du Cameroun qui réalise ses profits, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va en mettre un peu de côté pour lui et réinvestir une autre part, toujours dans l'économie locale. Donc il y a une continuité de la chaîne de valeur. Donc il faut, pour tous ceux qui sont appelés à porter le discours public, il faut orienter le discours désormais vers ce qui m'a l'air stratégique à mon avis, les questions de l'économie. Je vous jure que quand on aura plusieurs jeunes, et c'est très facile, vous voyez, on a du mal à manger le bâton de manioc dans les diasporas. Pourquoi? Parce que les qualités ne sont pas bonnes. Pourtant, quand vous passez en Bankomo, que vous allez à Douala et tout, vous avez la qualité du bâton de manioc de Bankomo. Mais il y a matière à labelliser ce produit. Et qui dit labelliser, ça veut dire l'inscrire dans une chaîne d'agro-industrie où on va dire, bon voilà, on fait peut-être de Bankomo toute la zone autour, puisque la terre là-bas a l'air fertile de manière particulière, on en fait un pôle d'excellence de la production du manioc labellisé Bankomo.
c'est des milliers de jeunes qui vont aller travailler là et qui vont avoir des revenus et des revenus conséquents. Vous imaginez l'argent que cela rentre? Mais quand vous allez en Europe, qui vend ça? Même la chaîne de distribution est contrôlée par des gens d'ailleurs. C'est pas normal. Rien que la chaîne de distribution de ces produits-là, c'est une chaîne de distribution qui peut pouvoir d'emploi, faire en sorte qu'on n'a aucun de nos enfants dans les diasporas qui soient en chômage. Parce qu'il y a suffisamment du travail pour tout le monde. Entre les jeunes qui vont cultiver dans les champs, les mamans qui vont, ou même les jeunes qui seront formés à la fabrication de ce manioc, ceux qui vont le porter pour le distribuer, ceux qui vont travailler sur le marketing pour vendre ce produit et tout et tout. Mais il y a tout un écosystème à mettre en place où on gagne de l'argent. Mais je n'entends aucun leader d'opinion amener la réflexion sur les questions essentielles à mon avis. Parce que je vous jure que dès qu'on commence à construire des millionnaires, et c'est très facile, je vous dis, le piment, c'est 3 productions par an. Vous cultivez là, vous cultivez dans 3 mois encore, vous récoltez. C'est énormément d'argent. Énormément d'argent. Et ça ne demande pas grand-chose. Ça demande qu'il y ait 100 jeunes qui se mettent ensemble et qui disent, bon, nous, on a des terres là-bas, on va cultiver ces terres, on va produire. Il y a déjà tout le circuit qui est mis en place. Ils savent qu'avant même que les productions ne commencent, elles sont déjà quasiment vendues. C'est vrai qu'on a un autre problème au Cameroun. Celui de l'hostilité des pouvoirs publics, parce que c'est ça, c'est dans leur agenda. Il ne faut pas faire émerger une classe moyenne. Hein. On a bien travaillé à paupériser le pays, hein, à créer une polarité. On a trop d'argent ou on n'a rien du tout. Donc, faire disparaître cette classe moyenne, ça fait partie du projet de ces gens-là. Donc, quelque part, ils sont un frein, parce que quand ils vont identifier des initiatives comme ça, je vous parlais des gars de la diaspora qui sont cassés. Parfois, tu viens, tu dis, je vais même faire l'aquaculture. Je vais élever les poissons. Dès que ça commence à marcher très fort, si vous n'êtes pas dans le système, si vous ne faites pas allégeance à telle ou telle obédience, on vient même vous empoisonner vos étangs de poissons. Vous vous levez un matin et tout est mort. Vous avez pris un crédit, si vous aviez pris un crédit pour lancer ce truc-là, vous êtes cassé, vous êtes un homme détruit. Qui a un crédit, donc une dette à payer et qui peut perdre la tête. Le problème de notre pays, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'on a réussi à prendre beaucoup de gens talentueux qu'on a mis sur le bord au banc de touche, là, un peu comme si, quand le Barça était Barça, on prenait Messi, on faisait asseoir Messi au banc de touche, Samuel Eto'o au banc de touche, Ronaldinho, et on disait, allez, c'est les nuls qui vont jouer. Et donc, au bout d'un moment, quand vous voyez ça, votre génie affamé de victoire, vous finissez par vous interroger, mais moi, je vois tout blanc, mais les autres, ils disent que c'est noir, donc c'est moi qui suis peut-être fou, et c'est là le début de la folie. Donc, en réalité, nous avons tous ces problèmes-là au Cameroun qui sont des problèmes auxquels nous devons faire face. Donc, voilà, on va faire un récap rapidement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut annihiler le cancer de la peur. Tous ces gens qui ont peur de mourir, mais vous pensez, vous finirez comment? Vous finirez entre 4 planches. Mais vous allez finir entre 4 planches sur quel bilan? Vous irez dire quoi aux ancêtres? Oui, on était là... Ferdinand nous menaçait, et puis bon, on est resté le doigt sur la couture, pourtant on n'a rien fait, on pleurait, et certains chiaient mou pendant des mois et des mois parce que Ferdinand il a toussé. Mais vous vous rendez compte quoi? Un pays de couilles molles, voilà ce que nous sommes devenus quoi. Non, il faut prendre ses responsabilités, et je l'ai dit, puisqu'on sait que les Camerounais marchent à l'argent, et que nous aussi on a la capacité de coaliser les réseaux d'argent, on va bientôt mettre les contrats sur les têtes des gens, c'est-à-dire que bon voilà, 100 000 euros pour la tête de Ferdinand, parce que, voilà, ce n'est que ce discours que les Camerounais comprennent, et puis voilà, tout le monde va être en insécurité. Oui, parce que même son garde du corps, il ne va pas cracher sur 100 000 euros, si derrière, ça peut faire avancer le Cameroun. Donc, voilà vers quoi il faut qu'on aille. Puisque ces gens ont décidé qu'on soit sauvage, hein, moi j'ai fait quoi? J'ai juste dit, bon, le mec qui m'a tapé mon oseille, j'ai besoin d'être remboursé. Qu'est-ce qu'on m'a opposé? On m'a opposé un flingue. Hein? Bon, allez, tu te tais, on te tue. Et tout machin. Donc voilà, il faut qu'on aille vers ça. Donc maintenant, pour ceux qui pensent que le vieux ne sait pas ce qui se passe, non, je pense qu'ils sont bien naïfs. Hein. Le président Biya est un adepte de ce qu'on appelle en sciences politiques la stratégie du bord du précipice. C'est le mec qui est là, qui fait semblant de ne pas voir ce qui se passe, et qui fait même semblant de mourir, et il fait semblant de tomber dans une rivière totalement déséquilibrée, et il voit qu'il va venir le pousser. Et toi qui viens le pousser, il te tire, c'est toi qui tombes plutôt dans la rivière. Donc c'est quelqu'un de très très malin qui n'aurait pas pu gouverner 40 ans sans avoir l'information. Parce que le pouvoir, c'est l'information, comme le pouvoir,
comme l'information, c'est le pouvoir. Donc voilà, il faut qu'on mette les choses. Bonjour, c'est Chantal. Oui, bon, c'est Chantal qui nous disait. Bonjour à vous, Chantal. Bonjour, Luna, Zara. Et justement, il y a Luna qui nous dit que, avec toutes les conneries qu'on voit dans notre pays aujourd'hui, finalement, la seule fierté qui reste au Cameroun, c'est le bon François. Le fameux bon François, c'est la seule invention de qualité qu'on a eue ces derniers temps, puisque même le football où on était fort, on a réussi à tuer cette discipline. Pourquoi? Toujours parce qu'il y a en place des mécanismes pour détruire ce football. Moi, je me souviens quand on était petit, comment les équipes se constituaient. Vous aviez un coach qui prenait des maillots, il les jetait à même le sol, et puis chacun se levait, venait prendre son maillot pour jouer, en fonction de ses capacités, et ça se passait de manière ordonnée. C'est-à-dire que tu sais très bien que non, tu ne peux pas prendre le 2 quand Kanabi qui est là parce qu'il est meilleur que toi. Tu ne peux pas prendre le 7 de Mambik parce que tu n'es pas meilleur que lui. On a réussi à faire des belles choses. Après, la politique, sans les mêler. Les histoires d'argent, il faut payer pour être sélectionné. Et du coup, on nous a mis n'importe quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais patron de médias au Cameroun. Quand on créait le média, au moment où je pensais le modèle économique du média, j'avais dit, ben, toutes les radios demandent de l'argent aux créateurs camerounais, aux musiciens camerounais pour jouer leur musique. Les mêmes qui demandent l'argent aux musiciens camerounais pour les diffuser, eh bien, diffusent des musiques américaines, françaises gratuitement. Mais ça quel sens? Donc, ils pensent qu'on peut avoir comme faire reposer une radio sur le modèle de l'argent de 50 000 qu'un artiste vient payer en frais de promotion. Moi, je dis non. Je ne veux pas de ce modèle-là. On va créer un modèle qui va nous permettre d'avoir de la qualité, de l'excellence sur nos antennes. Donc, on a dit, chez nous, on ne paye pas. Maintenant, on a un seul critère. Il faut que ce qui passe sur l'antenne soit de qualité. La conséquence, elle a été immédiate. Vous écoutiez la radio que je dirigeais à l'époque, du matin jusqu'à 24 heures, vous n'aviez pas envie de zapper. Parce que c'était un alignement de musique de qualité, tout le temps. Et pourquoi? Mais parce qu'on a dû se dire, on va gagner de l'argent ailleurs, mais pas dans ça. Donc il faut quand même ramener le culte de l'excellence dans notre pays. Moi je pense, hein, à un moment donné, il faut qu'on arrête les conneries. Donc on va devoir résumer notre direct, puisqu'on est resté longtemps. Est-ce qu'on a autre chose là? On a d'accord, bon. Donc on va devoir résumer. Je vais voir si oui, quelqu'un dit dont les élections en 2025 c'est un rêve. Mais écoutez, vous-même vous savez, parce qu'elles vont donner quoi les élections en 2025? Ça va être un bis repetita, quoi. Hein, on prend les mêmes, on recommence, on rigole et tout. Aujourd'hui, le maillage du RDPC dans l'ensemble du pays lui permet de gagner systématiquement. Mais est-ce que les victoires du RDPC sont légitimes dans le sens où elles représentent une aspiration quelconque pour les Camerounais? Nous savons que non. Nous savons que non, ça n'apporte rien. Ça n'a rien apporté en 40 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va apporter quelque chose. Au moins, on a des gens qui sont fatigués, à bout de souffle. Non, ça n'apportera rien. Moi, je vous ai dit qu'il n'y a pas 2000 schémas. Il y a un seul schéma. Le Cameroun aujourd'hui a besoin d'autorité. Et l'autorité, il faut mettre la démocratie entre parenthèses. Il faut au moins pendant 10-15 ans, un pouvoir militaire, autoritariste, des gens qui viennent là, qui mettent tout le monde au pas. Ouais. Et ceux qui ne veulent pas marcher, on les élimine. Tout simplement. Il ne faut pas discuter, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Regardez tous les grands pays qui sont revenus au devant de la scène. Vous voulez que je vous parle de la Russie? Elle allait à volo après que Gorbatchev ait fait la connerie sur la perestroïka et tout, de faire perdre la guerre froide à son pays. On est entré dans quoi? Des schémas démocratiques. On a vu Elcide venir complètement imbibé d'alcool, le pays se détruire, le fleuron de l'industrie de ce pays être vendu au rouble symbolique et tout, des gens s'enrichir, donc une privatisation de la fortune publique, un pays qui était jadis parmi les meilleurs du monde commençait à tomber. Qu'est-ce qui a ramené la Russie au devant de la scène? Mais c'est la reprise en main par quelqu'un, un sécurocrate, qui est venu avec de l'autorité, qui a mis tout le monde au pas. Ceux qui n'ont pas voulu s'aligner, ils ont été éliminés. C'était important, leur sang, pour fermenter la nouvelle chose qui se construisait. Et puis aujourd'hui, c'est un pays qui fait envie.
qui est source de fierté pour de nombreux autres États du monde. C'est un modèle. Et tout, regardez le Rwanda. C'est des gens qui sont passés par un génocide, 1994. Plus d'1 million de morts. Qui aurait pu penser cette résilience que nous voyons? Aujourd'hui, c'est un pays où vous oubliez votre porte-monnaie dans un taxi. On vient vous chercher dans votre hôtel pour vous remettre le porte-monnaie. Comment ils ont fait? L'autorité. Le gars qui a pris le pouvoir s'appelait Paul Kagame, ancien patron des services secrets. Les vrais services secrets, hein. Pas les Lundu Mesma. Hein. Il faut que les choses soient très claires. Pas la vermine de la bande à Ferdi. Hein. Donc les vrais services secrets qui connaissaient toute la subtilité des problématiques de son pays à 360 degrés. Il est venu, il a remis tout dans l'ordre et tout, autorité. Aujourd'hui, c'est un pays qui marche. Donc le Cameroun ne pourra pas échapper à ça. Il ne faut pas rêver. Quelle démocratie? De quoi vous parlez? Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est autre chose. Nous avons besoin de prioriser sur l'éducation, la formation de nos jeunes. Je vous dis que l'argent qui va dans les lignes 94, 65 et machin, c'est un argent qu'on doit prendre, l'affecter à la fabrication des cerveaux. On doit payer dans les plus grandes universités du monde, apprendre à notre jeunesse à coder, apprendre le génie informatique, nucléaire, tout ce que vous voulez, toutes ces sciences pointues, l'accès à ces savoirs pointus qui va permettre, parce qu'on construit un pays avec des têtes. Un pays ne se construit pas comme on est en train de vouloir faire là. Et puis, il faut un minimum. Nous avons suffisamment de ressources pour un autre type de redistribution. La redistribution peut se faire comment? Mais déjà en mettant en place une sécurité sociale. Comment vous concevez que dans un pays qui va aller de l'avant, si vous êtes malade et que vous n'avez pas d'argent, vous mourrez? Ça n'a pas de sens. Bon, si alors les gens qui ont des solutions, qui sont porteurs de solutions meurent parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner, bon, il n'y aura pas de solution pour le pays, on stagne. Donc il faut mettre rapidement en place une sécurité sociale. Elle peut être financée par plusieurs mécanismes, une TVA sociale, elle aura un sens. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. On peut équilibrer un modèle d'assurance maladie à partir d'un téléphone portable. Chaque fois que vous rechargez votre téléphone et tout, on vous coupe 100 francs. Ça fait que peut-être à terme, on se dit, bon, chaque Camerounais doit payer 5 000 francs par an. 5 000 francs de cotisation par an pour que, quand il tombe malade, on puisse le prendre où qu'il soit, qu'on ait déjà un système de protection civile qui marche, un système de SAMU qui fonctionne. Et là, si on peut assurer la sécurité des autres, la santé des nôtres, on peut construire un pays avec des hommes en santé. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et ce travail-là nécessite que la parole ne soit plus occupée dans les futilités. Il faut amener les gens vers l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui sont contents de voir que la parole est occupée pour divertir. Oui, les gens sont déjà dans des problèmes. Vous voulez les divertir encore davantage. Mais il faut être concentré. L'heure n'est plus au jeu, là. Il faut qu'on soit concentré, qu'on pense quel Cameroun on veut construire demain. Est-ce qu'on va rester, on est condamné à rester comme ça? À mon avis, non. Mais il faut se battre. Si on veut aller à Mbalmayo et qu'on a Yaoundé, il faut bien prendre la route, commencer à marcher, aller vers Sam pour espérer arriver. Mais si on ne bouge pas de là, mais rien ne bougera. C'est aussi simple que ça. Bon, allez, c'est passionnant de souvent échanger avec nos frères. Je vous remercie encore de vous être connectés pour partager ces moments-là. Donc voilà, élection, c'est une perte de temps et d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur les schémas simples. Notre vie est fatiguée. Je ne pourrai jamais traverser son sang, je l'ai dit. Ni lui, ni le sien, ni celui d'autres personnes qui sont utiles pour notre pays. Donc aujourd'hui, il faut des gens qui prennent leurs responsabilités. Ces gens sont là. Je vous dis, vous serez étonnés de voir le Cameroun d'après. Vous verrez des gens que vous n'aurez même pas soupçonnés. Ne regardez pas ceux qui s'agitent. Parce que ceux qui s'agitent, on a vu leur capacité à ne même pas financer même les simples usines dans leur village, mais parce que ce n'est pas l'agenda. L'agenda, c'est pour eux, c'est on vous laisse avoir de l'argent, mais vous jouissez, vous achetez des maisons à Neuilly, à la 5e avenue, à New York et tout, mais surtout, rien ne doit bouger dans vos pays. Mais cet agenda ne peut pas continuer à tenir. Parce qu'au moment où ces deals se passaient, dans les années d'après-indépendance, ben, on n'était pas sur le même ratio démographique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 30 millions. À l'époque, on était à peine 5 millions. Vous faites quoi de 29 millions de gens assis chez eux qui ne travaillent pas? Mais ça va exploser tôt ou tard. Donc, on ne peut même pas envisager l'élection de 2025
comme on a envisagé les autres. Non, c'est impossible. Parce que là, on a la période charnière. Je vous ai dit que le charme ne marche plus. Le filtre d'amour qui a été jeté à gauche et à droite, les rituels d'envoûtement collectif, ça ne marche plus. Là, les gens ont déjà les yeux ouverts et ils sont enragés. Vous savez, une jeune fille, quand vous l'avez charmée et que le jour où elle ouvre les yeux, qu'elle se rend compte que le gars machin, elle devient enragée et elle vous en veut. Donc c'est la situation dans laquelle le Cameroun est aujourd'hui. Donc on ne peut rien faire. La seule chose qu'il faut faire là maintenant, comme je l'ai dit, c'est prendre nos responsabilités. Et ça se passera avec l'autorité. Vous n'allez pas changer des gens, des procureurs qui veulent mettre des berlutis alors que leur niveau de revenu ne leur permet pas. Bien que moi, personnellement, je trouve qu'il y a un très mauvais traitement salarial appliqué à notre magistrature. Des gens qui rendent la justice au nom du peuple camerounais ne peuvent pas avoir les salaires de misère que nous voyons. Ils ne peuvent pas. Pareil, même pour notre armée, il n'y a pas assez de dispositifs qu'ils doivent mettre. On envoie des gens se faire tuer sur les théâtres d'opération. Quand ils sont morts, que deviennent leurs veuves et leurs enfants? Il faut mettre en place des dispositifs comme la TACOFA, la taxe de consolidation familiale, hein, la TASPA, pour les familles de ces gens-là, quand ils restent, qui deviennent des pupilles de l'État, qu'on puisse s'en occuper. Ça va d'abord rendre notre armée, nos forces de sécurité attractives. Hein. On n'aura pas des carrières... non, il y aura beaucoup de carrières spontanées parce qu'on sait que, voilà, il y a un plan. Et tout. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur notre pays. C'est pour ça que la plupart du temps, je prône de l'indulgence. Parce qu'en réalité, aborder les choses de manière individuelle, alors que c'est tout un système qu'il faut revoir, ne me semble pas très raisonnable. Donc il faut partir d'un point de vue systémique. On a un système qui est tout à refaire, mais on ne peut pas refaire ce système sans autorité. Moi j'assume, je suis quelqu'un qui a toujours pensé tout le grand bien de la démocratie, j'assume que le Cameroun d'aujourd'hui là n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt, on a d'autres challenges et tout, il faut de l'ordre là. Bon, maintenant, quand les sécurocrates ne sauront pas faire ce qu'il faut faire, bon, on verra bien. Moi, c'est tout ce que je peux dire à la fin. Donc, je vous remercie tous d'avoir accepté de partager. J'espère que j'ai été intéressant pour les uns et les autres. Bon, si ce n'est pas le cas, ben, je vous prie de m'excuser, de vous avoir perdu du temps. Et puis, pour les personnes concernées que nous citons, et nous citons abondamment dans ces directs. Bon, pour leurs proches, bon, je suis désolé, hein, mais on ne peut pas faire autrement. On est obligé de dire, appeler un chat un chat. Ces mecs, c'est des voyous, donc c'est des voyous, quoi. La bande à Ferdinand, Mesmé Lundu, Pierre Bikele et tous les autres, c'est des voyous, donc on ne peut pas les appeler autrement, quoi. Donc, vous voyez. Donc maintenant, ça peut gêner certains d'entre vous, je le comprends parfaitement, mais sortez de la peur, là, les Camerounais, là. Arrêtez l'histoire des... On a peur de mourir. Vous avez peur de quelque chose qui va vous arriver fatalement. Sortez de ça. Ok? Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt. Alors...